Donc là, on va prendre la direction de la commune de Saint-Germain-de-Varville, qui est une commune qui est peu connue hein, finalement, qui se trouve un petit peu au nord-est de Sainte-Mère-Église, à seulement 5 km de Sainte-Mère. Et c'est dans cette commune que va arriver le tout premier parachutiste américain entre minuit et 1 heure du matin. Ces tout premiers parachutistes à arriver sur le sol normand, ils sont là pour une mission extrêmement précise, qui est le balisage des zones de saut, le balisage des drop zones. Au total, 6 drop zones ont été créées, 3 par division, hein, donc 3 pour la 82e Airborne et 3 pour la 101e Airborne. L'ensemble de ces drop zones doivent être balisés par ce que l'on va appeler des pathfinders, les éclaireurs, qui vont être là pour euh, trouver ces zones de saut, les baliser, hein, y mettre une balise qu'on va appeler, ce qui pourrait correspondre à un petit émetteur, qui permettra d'envoyer des signaux en morse aux avions pour guider les avions lors du largage, lors de l'arrivée de l'armada. L'ensemble de ces Pathfinders ont une mission assez complexe, hein, si on regarde bien, parce qu'ils ont très peu de temps finalement pour trouver ces zones de saut. Les tout premiers à être largués, ce sont les hommes de la 101e Airborne. Donc évidemment, ce sont les Pathfinders de la 101e Airborne qui vont être largués. À la tête de ces éclaireurs, on a le Frank Lillyman, qui fait partie du 502e régiment de parachutistes et qui va avoir pour rôle de baliser la drop zone A, qui se trouve à la base, quand on regarde les cartes d'invasion, qui était censée être prévue sur la commune de Saint-Martin-de-Varville. Saint-Martin-de-Varville et Saint-Germain-de-Varville sont deux communes qui se touchent, et Frank Lillyman n'avait pas prévu de faire venir son avion d'ouest en est, comme était censé venir l'ensemble de l'armada, l'ensemble des 842 C-47, qui allaient emmener les plus de 13 000 parachutistes. Frank Lillyman, lui, il avait prévu un autre plan, de manière à pouvoir localiser sa zone de saut, parce qu'à ce moment-là, l'avion n'était absolument guidé par aucun émetteur. Donc il avait prévu de faire venir son avion plutôt nord-sud, hein, parallèle à la plage de Utah Beach notamment. Et donc il avait prévu de compter l'ensemble des routes depuis l'avion, de manière à pouvoir localiser la zone de saut. Manque de bol, Frank Lillyman va rater une route, il va en oublier une, et il va sauter une route trop tôt pour arriver finalement sur la commune de Saint-Germain-de-Varville. C'est pour ça que quand vous regardez des cartes, notamment les cartes des largages des parachutistes de la 101e Airborne, vous pouvez voir que la zone de saut, la drop zone A, est toujours vide. Hein, cette zone n'a reçu quasiment aucun parachutiste, tout simplement parce que Frank Lillyman avait posé sa balise sur la commune du dessus, un tout petit peu plus au nord, à 1,5 km de Saint-Martin-de-Varville, sur la commune de Saint-Germain-de-Varville. Vous vous doutez que le soir, ils n'ont pas forcément fait la différence entre Saint-Martin-de-Varville et Saint-Germain-de-Varville. Ils vont donc poser cette balise dans la commune de Saint-Germain, l'actionner. On retrouve dans le stick de Frank Lillyman, qui est le tout premier parachutiste à toucher le sol normand à minuit 16, on va retrouver également les soldats McFarlane et Red Pelfrey. Red Pelfrey, ce sont des hommes qui sont assez connus, hein, notamment pour être les tout premiers à avoir atterri sur le sol normand. Vous pouvez retrouver d'ailleurs encore aujourd'hui le casque de Red Pelfrey, qui est l'une des pièces emblématiques du D-Day Experience à Saint-Côme-du-Mont. Ce casque un petit peu tout éraflé, hein, cette éraflure va être provoquée lors de l'arrivée de Red Pelfrey au sol, qui va atterrir dans l'une des fermes du bourg de Saint-Germain-de-Varville, et son casque va se cogner, notamment sur l'un des murs. Lors de son arrivée. Le rôle de ces Pathfinders, tout de suite après leur arrivée, va être de se rassembler, de faire le moins de bruit possible, n'utiliser leurs armes qu'en cas d'extrême urgence. Et le but, ça va être de trouver cette zone de saut, poser la balise Eureka, hein, pour la nommer, au sol, et pendant 2 heures, ça va être d'émettre avec cette balise. De manière à ce que quand l'ensemble de l'armada va arriver, l'ensemble des C-47 qui transportent l'ensemble des parachutistes, puissent trouver les zones de largage. Pas mal de Pathfinders vont se retrouver prisonniers ou ne trouveront pas les zones de saut. C'était une mission très complexe pour ces hommes qui avaient été entraînés 6 mois à l'avance. On va les briefer, on va les sélectionner parmi les meilleurs cartographes, les meilleurs hommes sur le terrain,
de manière à ce qu'ils puissent réussir leur mission. Donc on peut partir du principe que le largage, notamment pour les hommes du 502e régiment de parachutistes, que la mission pour ces Pathfinder de la Drop Zone A est une réussite, évidemment parce que là, une majeure partie du 502e régiment a été larguée au bon endroit. Ça c'est grâce notamment à l'équipe de Pathfinder du 502, l'équipe de Pathfinder de Frank Lilliman, qui vont pouvoir émettre pendant 2 heures de manière à pouvoir accueillir l'ensemble du régiment. Malheureusement, ils vont pas émettre au bon endroit, ce qui fait que l'ensemble du régiment va être largué un petit peu plus au nord, sur la commune de Saint-Germain, mais ça n'aura pas un impact très important, tout simplement parce que l'objectif finalement du 502e régiment de parachutistes le matin du 6 juin est notamment la destruction de la batterie de Saint-Martin de Varville et également la destruction du cantonnement des artilleurs de cette batterie. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la nuit, lorsque l'ensemble de ces parachutistes se seront regroupés et qu'ils iront en direction de leurs objectifs qui leur sont propres le matin du 6 juin. Le 6 juin débute, une grande journée pour l'histoire, mais peu sur le front allemand en sont encore conscients. Alors, quelques signes avant-coureurs, depuis une trentaine de minutes, commencent à alerter certaines unités, notamment Cherbourg. On s'est aperçu d'une intensité plus importante de l'activité aérienne. Donc les postes d'observation ont fait remonter une présence d'escadres de bombardement plus importante que d'habitude, mais aussi des avions légers de reconnaissance. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Difficile à évaluer à ce moment-là. On signale aussi des largages de balises lumineuses, destinées certainement à un repérage, plutôt en arrière de la zone de front. Et même la station de Ketu, qui n'est pas une grande station, indique qu'elle a été survolée par des avions de transport. Donc l'amiral Hennecke à Cherbourg commence à s'inquiéter. Le général Marx, qui est en train de préparer d'ailleurs son départ pour Rennes, où on l'attend pour le Kriegspiel, c'est-à-dire cet exercice militaire qui est prévu pour la journée du 6 juin, sous l'autorité du général Meindl, Marx est obligé d'interrompre un petit peu ses préparatifs suite à cette annonce téléphonique. On observe également la mise en alerte aérienne de la région Saint-Marcouf-Crisbec à partir de 23h30, un peu avant minuit. On a sur place donc une batterie d'artillerie importante, et cette batterie d'artillerie, commandée par le lieutenant Homsen, entend tout autour de sa position plus d'agitation qu'à l'habitude. Homsen ordonne donc l'envoi d'une patrouille d'inspection, et rapidement cette patrouille revient en indiquant qu'il y a une résistance ennemie. C'est d'ailleurs ce qui coïncide, enfin une partie de la patrouille revient en indiquant qu'il y a des tirs ennemis. C'est ce qui coïncide avec les premiers tirs d'armes automatiques. On sent qu'un engagement est en cours. La première patrouille ne reviendra finalement que vers 1h30 du matin. Et là, c'est le lieutenant Krieg qui revient tout fier de lui avec une vingtaine de prisonniers du 502e régiment de parachutistes américains, lesquels annoncent qu'ils avaient pour objectif de prendre une batterie un petit peu plus au sud, celle de Saint-Martin de Varville, qui dépend du 1261e régiment d'artillerie côtière. Donc voilà pour Saint-Marcouf-Crisbec. Donc une certaine agitation, on va dire, dans la zone nord par rapport au secteur du Tabitch. Sur la batterie d'Asville, qui se situe au nord également, on a une autre formation d'artillerie, c'est le 945e régiment. Eux, ils sont équipés avec des canons russes de 122 mm et commandés par le lieutenant Katnik. Et lui aussi est soumis à des tirs et à des attaques de parachutistes qui viennent de tomber à proximité de ses positions. La dernière information allant dans ce sens-là provient du lieutenant-colonel Hoffmann, qui lui est à la tête du 919e Grenadier Regiment, mais surtout du 3e bataillon, et qui signale lui aussi des attaques de parachutistes, ce qui fait que pour les soldats qui sont sur WN5 aux côtés du lieutenant Janke, cette nuit commence déjà à être agitée, et on se demande s'il ne s'agit que d'opérations isolées ou si au contraire c'est finalement l'invasion tant redoutée.